Les filles tenaient un ours en peluche et une lettre. Le juge, lui, n'était pas prêt à entendre la vérité. Imaginez un instant, être un juge puissant, craint par les criminels et respecté par la loi. Mais soudain, 3 petites filles entrent dans votre salle d'audience avec pour seul bien un ours en peluche, un petit chaton et une lettre scellée, venue de quelqu'un que vous n'attendiez pas. Le monde entier retient son souffle, attendant de voir l'homme le plus coriace de la pièce rompre le silence. Car derrière cette lettre se cache un secret si déchirant qu'il met la justice à genoux. C'était un mardi matin pluvieux. La salle d'audience sentait le vieux bois et le café. Le juge, assis en hauteur sur son banc, affichait un air sévère et silencieux, ses yeux froids et distants fixant le dossier qui venait d'être posé devant lui. Les gens chuchotaient dans la pièce, nerveux, tendus. Mais il ne se souciait pas des murmures. Il avait tout vu, meurtre, vol, corruption et bien pire encore. Plus rien ne le surprenait, jusqu'à ce que la porte du fond grince lentement et que 3 petites filles fassent leur entrée. Elles étaient trempées par la pluie, leurs vêtements bien trop fins pour ce temps glacial. La plus jeune serrait un ours en peluche usé, auquel il manquait un œil. Celle du milieu tenait un petit chaton gris enveloppé dans une serviette. La plus grande, qui devait avoir 9 ans à peine, serrait contre elle une enveloppe froissée. Ses lèvres tremblaient, mais ses yeux fixaient droit devant, déterminés. Le juge les observa en fronçant les sourcils. Ce n'était pas un endroit pour des enfants. Les enfants sont, bafouilla-t-il. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, les filles s'avancèrent lentement dans l'allée, leurs pas résonnant dans le silence soudain. La foule se tut. Le procureur posa sa plume. L'avocat de la défense resta figé. Même les gardes ne bougeaient plus. Arrivée devant le banc, la plus âgée prit la parole. Sa voix était brisée mais claire. « Notre mère est morte ce matin, dit-elle. » Le juge cligna des yeux, stupéfait. La lettre dans sa main tremblait alors qu'elle s'approchait. « Elle a dit qu'il fallait que je vous donne ça, monsieur. » Le juge fixa la lettre un instant, immobile, puis tendit lentement la main pour la prendre. La pièce entière retenait son souffle. Il regarda l'écriture sur l'enveloppe, et ses mains se mirent à trembler. Son visage perdit de sa couleur, sa mâchoire se crispa, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Il reconnut le nom. Et soudain, l'homme le plus dur de la pièce se sentit à nouveau comme un enfant. Les filles restaient immobiles, sans pleurer, sans supplier, patientes, comme si elles savaient quelque chose qu'il ignorait. Le juge se leva lentement, oubliant sa robe, oubliant la salle d'audience, oubliant tout. Il ouvrit la lettre. Chaque ligne qu'il lisait l'affaiblissait un peu plus. Les mots déchiraient l'armure qu'il avait bâtie pendant des décennies. Cette femme, il l'avait aimée. Il l'avait perdue. Elle ne lui avait jamais dit qu'elle avait eu des enfants. Et maintenant, elle était partie. Ses filles, ces 3 petites âmes courageuses, se tenaient devant lui, tenant un ours en peluche et une lettre, ne demandant ni justice, ni argent. Juste un foyer. Juste un père. Le marteau glissa de sa main et tomba au sol dans un bruit sourd. Personne n'osa bouger. La pluie battait doucement les vitres tandis que le passé et le présent se heurtaient dans cet instant suspendu. Le juge savait désormais que plus rien dans sa vie ne serait jamais pareil. Il resta figé, la lettre ouverte dans ses mains tremblantes. Les mots parlaient d'années perdues, d'anniversaires manqués, de la douleur silencieuse d'une mère qui avait gardé son secret, non par cruauté, mais par peur et par fierté. Les 3 filles le fixaient, sans colère, sans reproche, mais avec une confiance désarmante. Cette confiance qui brise les hommes les plus forts. Le juge tenta de parler, mais sa voix se brisa comme de la terre sèche. Il regarda la plus jeune, qui serrait son ours en peluche comme si c'était son seul bouclier. Quelque chose en lui s'effondra. Il quitta son banc. Chaque pas qu'il fit résonna comme un tonnerre dans la pièce. Personne ne l'interrompit, ni les avocats, ni les journalistes, ni même l'huissier qui le servait depuis 10 ans. Tous l'avaient vu, le pouvoir quitter la robe et le titre, ne laissant qu'un homme, nu face à son passé. Il s'agenouilla devant les filles et murmura quelques mots que seules elles purent entendre. L'enfant du milieu hocha la tête, serrant son chaton contre elle. La scène ne ressemblait plus à un procès. C'était une confession, une rencontre, un moment de vérité silencieuse. La plus grande lui remit le reste de la lettre, des photos,
des dossiers médicaux, des bulletins scolaires, et au bas de la page, une phrase tremblée. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti. S'il te plaît, fais ce qui est juste. Pas pour moi. Pour elle. Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quel verdict qu'il avait prononcé. Il se leva, se tourna vers l'assemblée et déclara d'une voix calme. Ce tribunal est ajourné jusqu'à nouvel ordre. Puis, il se tourna vers les filles et ajouta. Rentrons à la maison. Pas dans un palais, pas dans une chambre d'hôtel. À la maison. Où que ce soit, tant que nous sommes ensemble. Et pour la première fois de sa vie, le juge enfreignit une règle. Pas par caprice, mais parce que l'amour l'exigeait. En sortant, main dans la main avec les 3 petites filles, toute la salle se leva. Car chacun comprenait qu'en ce jour, quelque chose de bien plus grand que la loi venait de se produire. Quelque chose de plus pur, de plus vrai, d'inoubliable. Alors qu'il franchissait la grande porte du tribunal, la pluie battait encore, mais cette fois, elle semblait différente. Elle ne frappait plus comme une froide condamnation, mais comme une purification. Les filles, main dans la main avec lui, avançaient sans un mot. Les passants les regardaient, intrigués, certains reconnaissant l'homme au visage fermé qui, aujourd'hui, paraissait simplement humain. Sur le parvis, il s'arrêta un instant. Le vent frais emporta l'odeur familière du tribunal, et avec elle, des années de jugement, de dossiers scellés et de murs dressés autour de son cœur. Il n'était plus le juge, il était simplement un homme qui devait réparer ce qu'il avait laissé briser. La plus grande des filles tira doucement sa manche. « Où allons-nous » demanda-t-elle d'une petite voix. Il s'accroupit, les regardant dans les yeux, une larme qu'il ne chercha pas à cacher roulant sur sa joue. « Là où vous serez enfin chez vous » répondit-il. Elles ne dirent rien, mais le silence en disait long. Il y avait dans leur regard un mélange de peur et d'espoir, cette attente fragile que l'on voit chez ceux qui ont trop souvent été déçus, mais qui veulent croire encore une fois. Sur le chemin, il pensa à cette femme qu'il avait aimée autrefois. Pourquoi était-elle partie? Pourquoi lui avait-elle caché tout cela? Les réponses viendraient peut-être, ou peut-être jamais. Mais il savait désormais que ce n'était plus la question. La seule chose qui comptait, c'était ce qu'il ferait pour ses enfants, maintenant. Il ouvrit la portière de sa voiture, les aida à monter et prit une profonde inspiration. Ce ne serait pas facile. Rien dans sa vie n'avait jamais été aussi difficile. Mais, pour la première fois depuis longtemps, il avait la certitude de faire ce qui était juste. En démarrant, il murmura presque pour lui-même. On rentre à la maison. Et dans ce mot, maison, il n'y avait plus de palais de justice, plus de règlement, plus de titres. Seulement une promesse, celle de ne plus jamais les laisser seuls. Le trajet jusqu'à sa maison se fit dans un silence étrange, lourd mais pas inconfortable. Les filles, blotties les unes contre les autres, regardaient par la fenêtre, suivant des gouttes de pluie qui traçaient des lignes sur le verre. Le juge, les mains crispées sur le volant, se battait avec ses pensées. Il n'était pas préparé à ça. Il avait passé sa vie à juger les autres, à peser les preuves et à prononcer des sentences. Mais ici, il n'y avait pas de verdict, pas de loi, seulement un cœur qui devait apprendre à aimer à nouveau. En arrivant devant sa maison, il coupa le moteur. Le silence emplit l'habitacle. Les filles observaient la grande bâtisse grise, impressionnante mais froide, comme une forteresse. Il prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas encore une maison, » dit-il d'une voix douce. « Mais si vous le voulez bien, on peut en faire un foyer. » La plus petite leva les yeux vers lui, serrant son ours en peluche contre elle. « Est-ce qu'on peut avoir une chambre à nous » demanda-t-elle timidement. Il sentit sa gorge se nouer. « Oui. Chacune de vous aura un espace rien qu'à elle. Et plus personne ne vous prendra ce que vous aimez. » Ils franchirent la porte. L'intérieur sentait le bois ciré et le silence. Les filles avançaient prudemment, comme si elles craignaient de déranger. Il les guida vers le salon, encore décoré avec cette froideur impersonnelle qui marquait sa vie de solitaire. « On va changer ça » murmura-t-il, presque pour lui-même. Sur la table, il posa la lettre, les documents et les photos laissées par leur mère. Il les regarda longuement, ses yeux s'attardant sur un cliché où elle souriait, jeune et pleine de vie. Ce sourire qu'il n'avait jamais oublié.
Il se rendit compte qu'il ignorait tant de choses. Où avait-elle vécu ces années? Que avait-elle traversé pour garder ce secret? Est-ce qu'on peut mettre le chat au chaud? Demanda soudain la fille du milieu. Il hocha la tête, se réveillant de ses pensées. Bien sûr. On va lui trouver un endroit confortable. Et pour la première fois depuis des décennies, il se sentit investi d'un rôle qu'aucun tribunal ne lui avait jamais donné, celui de protéger. Le soir tomba, et la maison, autrefois glaciale, s'emplissait peu à peu de murmures d'enfants, de bruits de pas légers, de petites voix qui demandaient timidement où se trouvaient les couvertures et si elles pouvaient laisser une lumière allumée pour dormir. Assis dans son fauteuil, le juge resta là, les observant. Il savait que les jours à venir seraient difficiles, les démarches légales, les jugements du monde extérieur, les fantômes du passé. Mais il n'avait plus peur. Pour la première fois depuis des années, il avait un but. Il se leva, alla jusqu'à la porte de la chambre où les filles s'étaient installées et dit doucement. « Bonne nuit, mes filles. » 3 petites voix, presque en chœur, lui répondirent. « Bonne nuit, papa. » Et dans ce mot, papa, tout changea. Le lendemain matin, le soleil perçait à peine à travers les rideaux épais du salon. La maison semblait différente. Moins silencieuse. Moins vide. Les filles s'étaient réveillées tôt, explorant timidement les lieux, s'émerveillant devant les pièces immenses qui leur paraissaient être un labyrinthe. Le juge, lui, était déjà levé depuis l'aube. Assis à la table de la cuisine, la lettre de leur mère étalée devant lui, il la relisait encore et encore, chaque mot gravé au fer rouge dans son esprit. Elle avait écrit avec cette sincérité douloureuse qui transperçait le papier, des excuses, des confidences, mais surtout un appel à l'humanité qu'il avait enfoui depuis longtemps sous ses toges et ses verdicts. Il se souvenait d'elle. De la première fois où il l'avait rencontrée, de leur rire partagé dans un café poussiéreux, de cette étincelle qui avait brièvement illuminé sa vie avant de s'éteindre. Et il se souvenait aussi de leurs disputes. Des mots qu'il n'aurait jamais dû dire. Était-ce pour cette raison qu'elle était partie? Par peur de lui? Par orgueil? Ou simplement pour protéger ses filles d'un monde qu'elle jugeait trop dur? Ses pensées furent interrompues par un petit pas hésitant. La plus jeune, toujours serrant son ours en peluche, s'avança. « Monsieur, papa, est-ce qu'on peut rester ici ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Il sentit son cœur se serrer. Il posa ses mains sur ses genoux et s'accroupit pour être à sa hauteur. « Oui, » dit-il doucement. « Tant que vous en aurez besoin. Tant que je vivrai. » La fillette hocha la tête et repartit en courant prévenir ses sœurs. Il les entendit rire dans le couloir. Un rire franc, libéré. Un son qu'il n'avait pas entendu dans ces murs depuis des années. Mais il savait que ce bonheur fragile pouvait être brisé. Bientôt, il faudrait officialiser les choses. Prévenir les services sociaux. Affronter la justice, cette même justice qu'il servait depuis toujours, mais qui ne pliait jamais devant l'émotion. Et surtout, répondre aux questions qui viendraient, celles des médias, des collègues, peut-être même des ennemis qui attendaient la moindre faiblesse. Il se leva, résolu. Ce n'était pas le moment de fuir. Il prit son téléphone et appela un ancien ami, un avocat de confiance. « J'ai besoin de ton aide, » dit-il simplement. Pour elle. Au bout du fil, un silence, puis une réponse ferme. « Je suis là. » Ce jour-là, il comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Il n'était plus seulement un juge. Il était devenu le gardien de 3 petites vies. Et peu importe le prix, il n'allait pas faillir. L'après-midi même, le juge reçut la visite des services sociaux. Il les attendait, assis dans son bureau, vêtu non plus de sa toge, mais d'une simple chemise. Les filles, elles, étaient dans le salon, occupées à donner un nom au petit chaton qui s'était endormi dans un panier couvert d'une vieille couverture. Une femme entra, un dossier sous le bras, l'air professionnel mais compatissant. « Monsieur Delma, » dit-elle, « nous avons été informés de la situation. 3 enfants mineurs, sans parents légal vivants. Vous comprenez qu'il va falloir déterminer ce qui est le mieux pour elle. » Il se redressa, son visage prenant ce sérieux qui faisait trembler autrefois les accusés. « Je comprends. Et je suis prêt à tout faire pour qu'elle reste ici. » Elle le regarda un instant, scrutant cet homme qu'elle connaissait de réputation.
Un juge sévère, réputé incorruptible, mais qui, aujourd'hui, avait dans les yeux une lueur différente. Vous savez que la procédure ne sera pas simple. Il faudra des preuves de votre lien avec elle, un dossier complet, et... Il l'interrompit doucement, mais fermement. Elles sont ma famille. Et je ne les laisserai pas retourner dans un foyer ou être séparées. Elle soupira. Très bien. Nous allons commencer les démarches. Mais, préparez-vous à ce que tout cela ressorte dans la presse. La presse. Il y avait pensé. Les rumeurs, les spéculations, les titres racoleurs, un juge cache des enfants illégitimes. Il savait que cela viendrait, mais pour la première fois, il s'en fichait. Quand elle quitta la maison, il alla retrouver les filles. Elles l'attendaient, assises par terre autour du chaton qu'elles avaient finalement baptisé Pluie. La plus grande leva les yeux vers lui. « Est-ce qu'on va devoir repartir ?» demanda-t-elle, comme si elle craignait la réponse. Il s'agenouilla, les prit toutes les trois dans ses bras et répondit d'une voix ferme. « Non. Je vous le promets. » Cette promesse résonna comme un serment. Plus fort que toutes les décisions qu'il avait jamais rendues dans un tribunal. Ce soir-là, alors qu'il refermait la porte de leur chambre, il resta un moment à les regarder dormir, blotties les unes contre les autres, comme si elles avaient enfin trouvé un port sûr. Et dans le silence de la maison, il comprit que cette bataille ne faisait que commencer. Mais il n'était plus seul. Pour la première fois, il avait quelque chose, quelqu'un, pour qui se battre.